Donc, bienvenue sur ce webinaire. Donc, moi, je suis Fanny Lhomme, je suis consultante au sein du cabinet de transformation digitale Digital Conseil. Donc, le cabinet s'appelle Digital Conseil. On est un cabinet spécialisé dans la transformation des entreprises, notamment des PME. Et ça fait 10 ans qu'on existe et on a accompagné jusque-là plus de 1000 entreprises. Donc, on a un très bon retour d'expérience sur justement tout ce qui est projet de transformation numérique, transformation digitale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose ce webinaire. Donc, il s'adresse essentiellement aux directeurs d'entreprise, aux directeurs d'activité, aux collaborateurs qui sont en prise directe avec cette transformation numérique. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter quelles sont les 7 étapes clés qu'il ne faut pas négliger pour mettre en place un projet de transformation. On va parler de méthodologie, on n'entrera pas forcément dans le détail, mais en tout cas, on va voir vraiment les moments importants pour gérer une transformation digitale. Alors, c'est parti. Donc, première information que je voulais vous communiquer, c'est déjà se mettre d'accord sur la définition de la transformation digitale. Qu'est-ce que c'est? Donc, la définition précise, c'est intégrer des technologies numériques dans les activités de l'entreprise, à la fois pour repenser ses processus, améliorer l'expérience utilisateur. Et dans ce cas-là, l'expérience utilisateur, ça peut être à la fois l'expérience utilisateur de vos clients, mais ça peut être aussi l'expérience utilisateur en interne des collaborateurs, et aussi renforcer son agilité face aux évolutions du marché. Donc, dans cette définition, on voit vraiment qu'il y a 3 dimensions à prendre en compte. Une première dimension qui est la dimension interne, comment on va réorganiser nos processus internes pour justement se transformer. Il y a une dimension plutôt externe avec améliorer l'expérience client. Donc, dans l'expérience interne aussi, enfin dans la dimension interne, on avait aussi l'expérience utilisateur, mais pour les collaborateurs. Et on a une troisième dimension qui est cette dimension capacité d'adaptation, agilité face aux changements, aux influences externes, aux évolutions du marché. Donc on voit bien dans cette définition de la transformation digitale que ça concerne finalement un bon nombre d'entreprises qui sont confrontées à cette transformation digitale. Alors, je voulais vous présenter aussi quelques chiffres clés sur cette transformation numérique ou digitale. Le premier chiffre clé, c'est que 85% des dirigeants de PME croient fermement aux bénéfices du numérique pour l'entreprise. Ils l'ont exploité, exploré, et ils constatent qu'il y a un vrai effet et ils sont prêts à investir aussi dans cette transformation numérique. Le deuxième chiffre, c'est que 42% des entreprises considèrent que le numérique permet de générer du profit. On voit que ce chiffre est en hausse par rapport à 2023, puisque avant on avait 39% des entreprises qui considéraient que le numérique permettait de générer du profit. Donc là, on voit bien qu'il y a un aspect retour sur investissement d'une transformation numérique. Il va falloir le chiffrer, ce retour sur investissement, mais en tout cas, c'est du tangible et il faut que la transformation numérique soit au service de cette rentabilité, de cette profitabilité. Pardon. Hop. Et le troisième chiffre, c'est 36% des entreprises françaises ayant entamé leur transformation digitale déclarent avoir constaté une amélioration nette de l'expérience client. Donc là aussi, on voit ce phénomène externe où en transformant les process internes de l'entreprise, on peut avoir eu un impact sur la perception de l'expérience client et par le même fait de pouvoir générer de la croissance, des revenus supplémentaires. Donc, on voit concrètement les bénéfices de cette transformation. Alors, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est quels sont les enjeux d'une transformation digitale. En fait, il n'y a pas forcément une transformation digitale, il y en a plusieurs, et ça va vraiment dépendre des enjeux de chaque entreprise. Donc, dans le premier enjeu qu'on constate généralement grâce à notre retour d'expérience, le premier enjeu qu'une entreprise peut adresser, enfin peut avoir à faire valoir dans une transformation digitale, c'est vraiment l'augmentation de son CA. Donc, quand on va parler d'augmentation du CA, c'est générer des revenus concrètement. Donc, on va se poser la question de peut-être nos objectifs, c'est de différencier notre offre, c'est de valoriser cette offre auprès de nos cibles, des cibles pertinentes qui sont nos futurs clients, nos services, s'assurer d'une certaine satisfaction client pour justement
accroître nos revenus et aussi augmenter nos performances commerciales. Tout ça dans l'objectif vraiment d'augmenter, diversifier ses revenus. Donc ça, premier enjeu qu'on voit essentiellement dans nos entreprises, c'est vraiment cet enjeu clé. Un autre enjeu qui peut être le cas aussi chez certaines entreprises, on va voir que les différents enjeux sont souvent imbriqués, hein, c'est les performances opérationnelles, gagner en efficience, gagner en performance opérationnelle. Et dans ce cas d'enjeu-là, ce qu'on va venir faire dans le cas d'une transformation digitale, c'est vraiment revoir la productivité de l'entreprise, optimiser des processus internes pour justement gagner en efficience, et puis s'assurer qu'on exploite bien la donnée en la sécurisant et en faisant qu'elle soit accessible et exploitable pour justement gagner en performance opérationnelle. Et il y a aussi cette notion de collaboration. Certaines entreprises aujourd'hui ne sont pas performantes opérationnellement parce qu'elles sont organisées en silos, les équipes sont en silos, il y a peu de collaboratifs entre les équipes et on a des pertes d'efficacité qu'on constate dans certaines entreprises par ce phénomène de silos et d'informations qui circulent mal. Le troisième enjeu qu'on peut voir dans le cadre des entreprises qu'on accompagne, c'est cet enjeu de croissance. C'est-à-dire, on sait qu'on va croître, mais on ne sait pas comment parce qu'on n'a pas suffisamment notre socle n'est pas solide. Donc là, on va rechercher davantage à avoir des recrutements qui sont facilités. Donc on va travailler ce qu'on appelle la marque employeur pour justement attirer les nouveaux talents. On va parler de scalabilité. Donc la scalabilité, c'est la possibilité de croître facilement justement en ayant ces bonnes bases. La scalabilité n'est pas toujours possible dans une entreprise parce on constate parfois qu'il y a des dettes organisationnelles, donc des entreprises qui jusque-là faisaient un peu les choses de manière manuelle et pas vraiment exploitable si on grossit. Donc là, il y a tout cet enjeu de dette organisationnelle, de réorganisation de l'entreprise à revoir pour justement qu'elle puisse monter en croissance. Et dans cet enjeu de croissance, on peut aussi percevoir des entreprises qui souhaitent justement se croître à l'international, donc avec des enjeux d'internationalisation. Donc voilà les trois enjeux qu'on constate assez fréquemment quand on adresse la transformation numérique au sein des entreprises. Comme je vous disais, il se peut que ces trois enjeux s'entremêlent. On peut avoir besoin de revoir ses performances opérationnelles parce que justement on a un enjeu de croissance et qu'on veut justement optimiser les processus pour croître par la suite. Enfin, tout s'entrebrique, mais on peut aussi les considérer de trois aspects différents et c'est important qu'on ait bien cette vision un peu triptyque de ces enjeux. Donc voilà pour les enjeux des entreprises. Ce que je vous propose, c'est très rapidement, est-ce qu'il y a un enjeu particulier aujourd'hui dans votre entreprise entre ces trois-là? Donc ça peut être générer des revenus additionnels, développer votre... Ah, pardon, je voulais revenir en arrière, ça ne marche pas. Développer vos performances opérationnelles ou alors vos enjeux de croissance. Je ne sais pas si parmi les personnes présentes, il y a ces enjeux qui ressortent ou alors vous êtes un peu moins dans cette optique d'optimisation. Si c'est le cas, vous pouvez échanger dans l'espace conversation ou dans l'espace questions et réponses. Voilà, on pourrait échanger sur ce sujet-là. Alors, ce qu'on constate souvent hein, dans nos entreprises, c'est qu'il y a souvent un enjeu d'augmenter ses revenus. C'est ce qui revient le plus. Et à travers ça, en fait, on adresse aussi des objectifs de performance opérationnelle. Parce qu'on s'aperçoit que justement, parce qu'on veut développer notre offre, on a aussi besoin d'optimiser ses performances en interne pour justement adresser une offre plus large par la suite. Alors, on en vient au sujet de ce webinaire, qui sont les 7 étapes vers une transformation réussie. Ce mot de réussite est important parce que souvent, on constate que les entreprises se lancent dans la transformation numérique, mais qu'il y a peu de gens qui réussissent. D'ailleurs, je fais un petit focus sur les chiffres que je vous ai présentés. J'ai un autre chiffre à vous présenter, qui est une étude du cabinet Gartner en 2024,
qui indique que seulement 48% des transformations digitales réussissent dans l'atteinte des objectifs qui ont été fixés. Donc 48% seulement, ça veut dire que plus de la moitié des projets de digitalisation finalement n'atteignent pas leurs objectifs. Donc c'est un chiffre à pas sous-estimer. Et pourquoi elles n'atteignent pas leurs objectifs? Parce que souvent, justement, elles manquent de méthodologie. Elles ne connaissent pas justement ces étapes à passer et elles ne connaissent pas les fondamentaux qu'on va vous présenter, que nous, on considère comme des fondamentaux qu'on va vous présenter là. Donc voilà, petit aparté sur le taux de succès et d'échec justement de ces transformations numériques. Donc les 7 étapes, voilà, elles vont les unes après les autres. Le premier pilier, c'est vraiment de bien définir ses objectifs et ses enjeux. On en a un petit peu parlé justement avant. Et on va passer chacune des étapes jusqu'à organiser de manière très, très opérationnelle sa transformation. Donc voilà, je vous propose de faire un petit zoom rapide. On a encore une demi-heure, donc le webinaire va être assez cadencé. Mais en tout cas, on va voir chacune des étapes. Et l'idée, c'est de vous présenter aussi qu'est-ce qu'on a dans chaque étape, quelles sont les bonnes pratiques et les écueils aussi à éviter dans chacune des étapes. Alors la première étape, c'est justement de définir ses objectifs et enjeux à moyen et long terme. Donc là aussi, il faut s'imaginer que quand on se lance dans une transformation numérique, il faut voir les choses à 2, 3, 4, 5 ans et se projeter dans cette vision un peu long terme. Donc c'est ce qu'on va faire dans la réunion de cadrage projet. C'est une réunion qu'on organise avec la direction générale, souvent, parce que c'est eux aussi qui doivent être impliqués directement dans la transformation numérique de leur entreprise. Donc, on organise ça avec la direction, avec les parties prenantes. Ça peut être des directions aussi marketing, des directions digitales, des directions informatiques ou un groupe projet qui va participer à ce cadrage. Et ce qui va être intéressant, on va voir, il y a quatre choses importantes à voir dans le cadrage. Le premier, c'est la stratégie. La stratégie de développement de l'entreprise. On va essayer de comprendre quelle est la vision de développement de l'entreprise à quelques années, jusqu'à ce qu'on puisse s'imaginer que 3, 4 ans, 5 ans pour certaines. Et c'est important parce qu'en fait, la stratégie numérique va découler de cette stratégie d'entreprise. Donc, on a besoin de comprendre les objectifs, les enjeux. Est-ce qu'il y a des enjeux de croissance externe, de diversification de l'offre, de spécialisation, ou alors le souhait de s'implanter dans une autre région. Donc ça va être discuté pendant la phase de cadrage. Un deuxième point qu'on va évoquer pendant la phase de cadrage, donc la réunion de cadrage quand on travaille avec une entreprise, c'est les limites. Bien souvent, quand on se lance dans un projet de digitalisation, les équipes ou les dirigeants ont déjà identifié des problématiques internes ou externes parfois. Et elles sont claires en partie, on va voir en partie parce que nous, on vient aussi rechallenger ça, mais sur les limites, donc ça peut être des limites organisationnelles, des limites commerciales. Voilà, il y a plein de limites qu'elle peut avoir et qu'elle a déjà identifiées. Donc ça, on vient les évoquer. On les challengera par la suite. On va évoquer le contexte organisationnel. Quels sont les projets en cours? Est-ce qu'il y a des contraintes techniques, des contraintes réglementaires? Est-ce qu'il y a déjà une enveloppe budgétaire qui a été définie pour cette transformation? Quelles sont les compétences internes? Donc les compétences, ça peut être soit les compétences généralistes, générales, ou des compétences en digital qui peuvent être mis à profit pour cette transformation numérique. Et enfin, le dernier point qu'on vient adresser dans une phase de cadrage, ce sont les indicateurs. Il faut des objectifs quantitatifs. Quand on parle de transformation numérique, on parle de retour sur investissement. Comme on parle de retour sur investissement, il faut qu'on puisse chiffrer les choses. Et dans ce cas, il faut donner des indicateurs. Donc, ça va être des indicateurs à date. Quels sont, par exemple, quel est notre chiffre d'affaires, quelle est notre part de marché, quel est notre coût de production, et aussi des indicateurs d'objectifs. Quels objectifs on se fixe en termes d'accroissement du chiffre d'affaires, d'accroissement du part de marché, de baisse de coûts de production ou d'acquisition. Tout ça, si on a un maximum d'indicateurs, en fait, on va vraiment pouvoir se dire, OK, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qu'on va pouvoir mener à plus ou moins long terme en fonction de ces indicateurs-là.
Alors, certaines entreprises n'ont pas encore d'indicateurs ADAS, en tout cas concernant leur transformation numérique, mais on sera toujours capable de les mettre en place plus tard. Mais c'est bien d'avoir déjà une ligne directrice par rapport à ces indicateurs. Voilà, on peut aussi se dire qu'il y a des indicateurs qualitatifs. Ça existe aussi, c'est moins fréquent, mais par exemple, quand il y a une conduite du changement à avoir, donc c'est-à-dire impliquer les collaborateurs dans le projet de transformation, eh ben, on va peut-être parler d'indicateurs comme le nombre de personnes qui sont formées ou impactées par ce changement. Ça aussi, ça peut être un sujet pendant la phase de cadrage. Ensuite, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape qui est de diagnostiquer ses forces et ses faiblesses et sa maturité numérique. Donc, dans cette partie-là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision objective et complète de l'entreprise, de faire vraiment un état des lieux de manière objective et pas biaisée, parce que souvent, quand on est dans l'entreprise, eh ben, on peut être biaisé, on peut avoir qu'une vue partielle et pas 360 de l'entreprise. Et puis, on peut aussi avoir une vision très à date, mais sans se projeter forcément dans l'avenir. Donc voilà, ça limite un petit peu notre champ de vision. En tout cas, là, dans ce projet de transformation, pardon, on va venir réaliser ce qu'on appelle un diagnostic interne, euh, objectif et complet, c'est-à-dire qu'on rencontre un maximum aussi de personnes qui vont nous donner des informations sur l'entreprise. Et bien sûr, ce diagnostic, il va être en rapport avec l'enjeu qu'on a adressé. Est-ce qu'on veut augmenter sa croissance, optimiser l'organisation interne, améliorer l'organisation interne? Donc, en fonction des objectifs, on va venir réaliser ce diagnostic. Il s'appuie sur deux choses, le diagnostic. Première chose, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir une vision claire de chaque composante clé, donc en fonction de notre enjeu, nos objectifs. C'est quoi les composantes clés? Ça va être les processus métiers qui sont en place dans l'entreprise. Ça va être la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est les instances de décision, de réunion où les gens se réunissent pour définir les grandes orientations de l'entreprise. Donc on va regarder ça, qui est décisionnaire, qui intervient. L'organisation globale, donc on va aller creuser cette organisation, avoir un organigramme. On va voir aussi le positionnement de l'entreprise. Le positionnement de l'entreprise par rapport à son marché, par rapport à ses concurrents, quelle est l'offre de la proposition de valeur qu'elle diffuse, l'offre de services, l'offre de produits, les parcours utilisateurs, comment les clients viennent à la rencontre de l'entreprise et toute la relation client que l'entreprise peut avoir avec justement ses cibles, ses clients. Donc on vient vraiment creuser tous ces aspects et on vient faire un diagnostic. Et le deuxième pilier, en fait, pour les essais diagnostiques, c'est vraiment de s'appuyer sur toutes les parties prenantes de l'entreprise. Alors, on ne rencontre pas forcément tout le monde, mais on va rencontrer un maximum de collaborateurs qui ont un lien ou qui vont être impactés par le changement. Donc ça, c'est important parce que c'est la première brique de ce qu'on appelle la conduite du changement. Donc c'est important vraiment que les gens puissent s'exprimer sur ce qui va pas dans l'entreprise, comment elle fonctionne aujourd'hui, quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs limites. Et on vient formaliser toute cette chaîne de valeur de l'entreprise pour comprendre comment l'entreprise apporte de la valeur à chaque étape. Donc on écoute, on questionne. Et ça nous arrive aussi, enfin, on fait aussi de l'étude documentaire. Donc, on vient récupérer les documents des collaborateurs et on vient regarder en détail comment ils fonctionnent, quels sont leurs usages, leur manière de travailler au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, cette partie-là est assez importante pour embarquer les équipes dans cette première étape. Ensuite, la troisième étape, ça va être ce qu'on appelle une étape de benchmark, c'est-à-dire comprendre l'environnement dans lequel on évolue. C'est-à-dire situer l'entreprise par rapport à par rapport à son marché, par rapport à son environnement. Donc là, plusieurs éléments qui apparaissent dans cette étape. C'est de faire une analyse de marché, justement, de regarder qui sont les concurrents, concurrents directs, concurrents indirects, comment l'entreprise se positionne dans son marché. Ça va être d'identifier justement toutes les bonnes pratiques qui existent en matière de stratégie digitale sur des marchés qui peuvent être concurrents ou des marchés qui peuvent être approchants. Donc là, c'est ce qu'on appelle les acteurs inspirationnels.
On va aller regarder des choses qui se font dans d'autres secteurs, mais qui peuvent avoir un impact ou qui peuvent être intéressants justement pour notre business. Euh, Ensuite, on vient identifier tout ce qui change dans le marché, donc les nouveaux usages, les nouveaux business models, donc la nouvelle manière de vendre des services, de proposer des services, de désintermédier, d'intermédier, et aussi les nouvelles technologies qui peuvent impacter le marché. On le voit aujourd'hui, tout passe très vite, il y a des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle de l'IA, du no-code. Tout ça vient un peu bouleverser euh, les codes en termes de nouvelles technologies. Donc ça aussi, il faut qu'on puisse se rendre compte quand on fait un benchmark de où on en est et comment évoluent les autres, comment évoluent les technologies. Et donc, on va construire avec tous ces éléments-là un benchmark, c'est-à-dire un document vraiment qui vient explorer chacun des concurrents, qu'est-ce qu'on a repéré comme bonne pratique. Donc, c'est un document assez détaillé, poussé, qu'on vient présenter au client. Et il faut se dire que ce benchmark, il est pas mené de la même manière selon les entreprises. En fait, toujours en fonction des enjeux qu'on a mis au tout début de la présentation, on vient aller regarder des axes d'analyse qui sont différents. Donc, par exemple, quand on veut gagner en productivité on va regarder ou qu'on veut augmenter ses revenus, par exemple, on va regarder quelle est l'expérience client de nos concurrents, qu'est-ce qu'ils vendent comme produit, quelle est leur proposition de valeur. Voilà, on examine vraiment ce benchmark avec une certaine axe d'analyse. Hop. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie benchmark. On ne vous présente pas un document de benchmark en temps réel, mais on vous montre en tout cas tous les éléments qu'on peut retrouver dans ce benchmark. Et c'est important qu'il y ait tous ces éléments-là pour que justement l'entreprise puisse se poser les bonnes questions. Puisque après, ça va nourrir. En fait, le benchmark nourrit vraiment la réflexion autour de la transformation numérique. J'avance un peu sur la phase 4. Il est 14 h presque 30, donc j'avance un petit peu. Donc, l'étape 4, c'est ce qu'on appelle vraiment la phase de tous les possibles. C'est se redéfinir. Donc, c'est une étape qui est primordiale et très intéressante parce qu'on vient rechallenger un peu sur la base d'ateliers collaboratifs. Donc, on inclut en fait une fois comme on a créé le lien avec les équipes, on vient réintégrer ces équipes aussi dans des ateliers collaboratifs. Et grâce à leur expertise métier, elles viennent nourrir une réflexion et une redéfinition de leur modèle. Donc, quand on fait ces ateliers collaboratifs, l'idée, c'est de construire la vision un peu idéale. On s'extrait des outils, on s'extrait un peu des contraintes et on se dit, bon, bah, pour répondre à nos objectifs, et parce qu'on s'est nourri aussi du benchmark, qu'est-ce qu'on imagine pour nous demain et qu'est-ce qui serait pertinent de lancer? Donc, on va challenger le positionnement de l'entreprise. Est-ce qu'on est toujours pertinent dans notre proposition de valeur? Est-ce qu'on est toujours en phase avec notre identité de marque? Justement, si on n'est plus en phase avec notre proposition de valeur, ce qu'on offre à nos clients, on va redéfinir une nouvelle proposition de valeur qui peut être différenciante des concurrents. On s'est aperçu que, par exemple, on avait la même offre que nos concurrents, mais qu'en plus, ils étaient moins chers. Finalement, on doit re-questionner tout ça. Donc, c'est vraiment trouver son propre positionnement dans le marché pour être pertinent. Ensuite, chose importante aussi, une fois qu'on a redéfini son identité, défini sa proposition de valeur, on va clarifier, simplifier son offre en fonction des cibles. Des fois, on peut revoir l'offre de service. Quand je parle de l'offre, c'est l'offre de service. Il faut qu'elle soit limpide aux yeux des cibles et simple, et peut-être des fois trop compliquée. Donc, on va revenir simplifier, on va faire en sorte qu'elle soit vraiment plus abordable et qu'on puisse mieux la vendre en fait. Voilà, donc ça aussi, c'est des enjeux qu'on va revoir pendant toutes ces phases d'atelier. On peut aussi projeter un nouveau business model lié à cette nouvelle proposition de valeur. Donc, par exemple, quand je parle de nouveau business model, ça va être, par exemple, on va monétiser des nouveaux services, monétiser d'une autre façon, par exemple, ou proposer des offres commerciales, enfin des offres complémentaires qui n'existaient pas encore aujourd'hui. Revoir vraiment la manière dont on va faire du business et on va apporter de la valeur.
Ensuite, on peut redéfinir aussi les parcours clients parce qu'on a détecté qu'au niveau prospection, animation, service client, il y avait des petits points d'amélioration. On vient revoir la manière dont les clients viennent à nous pour justement simplifier ce rapport entre l'entreprise et les clients. Et enfin, chose très importante dans cette phase aussi de redéfinition, c'est de formaliser des nouveaux processus métiers. Donc, parce qu'on a ces ambitions de porter un nouveau business model, de nouvelles valeurs auprès de nos clients, il faut qu'en interne, opérationnellement, on soit très bon et très efficace et que les process soient optimisés pour proposer en externe cette proposition de valeur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient formaliser des processus métiers, c'est-à-dire comment chaque acteur de l'entreprise doit gérer ses propres tâches, en fait. Et l'idée aussi derrière ça, c'est de se dire que le digital peut apporter sur ce processus des optimisations. Donc, on va repérer toutes les petites sources de friction et on va se poser la question de comment le digital peut venir amener plus de fluidité dans tous ces processus métiers et d'optimiser ces processus métiers. Donc, pour ça, il faut quand même connaître un petit peu le digital. Et c'est en ça que travailler avec une agence, ça peut être intéressant parce que, elle a bien connaissance de tout ce qui peut être mis en place, de tous les outils qui existent pour justement formaliser ces processus métiers, enfin formaliser et déployer des processus métiers pertinents en lien avec le digital. Donc voilà pour cette phase-là, qui est vraiment de la réflexion avec les équipes et qui est aussi dirigée un petit peu par une agence ou un cabinet de conseil qui peut un peu orienter les réflexions pour que ce soit davantage pertinent lors de cette phase d'atelier. La cinquième étape pour votre transformation numérique, c'est justement, une fois qu'on est au clair sur ce qu'on veut faire et sur la vision cible qu'on a, c'est justement de dessiner cette trajectoire. Alors, on parle de trajectoire parce que c'est rarement que du stratégique. En fait, c'est vraiment très opérationnel avec des jalons et il faut aller d'un point A où on est actuellement à un point B vers lequel on veut arriver. Et peut-être qu'il y a plein d'étapes intermédiaires pour y aller. Donc, dans cette étape-là, on construit cette vision cible, c'est-à-dire on a une stratégie digitale qui est cohérente, qui répond à nos objectifs, qui répond à nos enjeux et qui est en lien avec tout ce qu'on a vu avant, l'innovation l'innovation du marché, ce qu'on veut proposer à nos clients. Voilà, on construit ça en s'appuyant sur plusieurs axes. Déjà, dans un premier temps, pour dessiner cette trajectoire, il faut se dire, OK, on a besoin de quelle solution digitale à mettre en œuvre pour justement optimiser l'expérience client, les processus métiers, l'expérience utilisateur en interne aussi. Voilà. Et à ce stade-là, on ne parle pas forcément d'outils, on parle de solutions digitales. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, bon, j'ai besoin de cet outil-là absolument, telle marque, tel éditeur. Non, il faut se réfléchir de manière globale et de se dire, j'ai plutôt besoin de telle fonctionnalité qui s'imbrique avec telle fonctionnalité pour qu'on puisse mettre en musique tout ça. D'ailleurs, c'est mon deuxième point, c'est que dans cette partie dessinée à trajectoire, il faut que on ne pense pas encore une fois à que des outils qui sont dépendants, mais on prend en compte les outils que l'entreprise a déjà en place au sein de voilà, déjà en place, qui fonctionnent bien, et on vient remettre des briques supplémentaires, mais il faut que ce soit harmonieux, c'est-à-dire définir une vraie architecture de la plateforme digitale avec des outils qui s'imbriquent bien les uns avec les autres, où il y a une interconnexion en fait de l'ensemble des solutions. Et surtout, point important, que la donnée circule bien dans tout système d'information. Parce que si vous voulez proposer une offre cohérente à vos cibles et en interne aussi, il faut que cette donnée soit unifiée, exploitable par tous et que le parcours utilisateur soit le même pour tous, peu importe le canal d'où il vient. Donc ça aussi, ça doit être pensé au niveau macro et donc réfléchir à l'architecture. Je vous montrerai après un petit schéma d'architecture permettant de visualiser un peu ce qu'on propose quand on parle d'architecture de la plateforme digitale. Point important aussi pendant cette phase, c'est de définir les mécaniques marketing, les leviers de communication. Donc là, on parle vraiment de stratégie marketing. Donc elle peut être marketing
spécifiquement un peu plus digitale, mais en tout cas, elle doit respecter cette stratégie marketing globale. Donc, on vient se dire, bah, peut-être qu'on a besoin de fonctionnalités CRM, d'un espace client, de landing page dédié pour nos clients. Et on vient, voilà, rajouter tous ces éléments-là pour se dire, bah, comment on va approcher nos clients, comment on va vendre notre nouvelle proposition de valeur et quels outils, en tout cas, quelles solutions digitales on a besoin pour mettre en œuvre toutes ces mécaniques. Et dernier point important aussi, c'est quelle gouvernance on va devoir déployer. Donc, quand on parle de gouvernance, on parle de transparence, de transversalité. Il va falloir mettre en place des comités projets, un mode collaboratif où les gens échangent entre eux et une vision un peu partagée des étapes à lancer. Et puis, on va parler aussi de reporting. Donc, quels indicateurs on va suivre pour cette transformation? Toujours dans cette logique de il faut qu'on puisse s'assurer qu'en fait on réussisse bien cette transformation. Donc qu'est-ce qu'on va regarder comme indicateur, qu'est-ce qu'on va suivre comme indicateur pour s'assurer que on est dans la bonne direction et ce qu'on a projeté, c'est bien la réalité. Et du coup, tous ces organes de décision vont permettre de prendre des décisions beaucoup plus simples au moment de transformer l'entreprise plus tard déjà et au moment de la transformation. Et ça aussi, toutes ces étapes-là, en fait, c'est important qu'on ait en tête les clés de succès. Donc, qu'est-ce qui favorise en fait tout ce qu'on a vu et quels sont les éléments à risque. Ça aussi, c'est bien que vous soyez épaulé par des experts parce que, en effet, les experts sont déjà passés par des projets de transformation, savent en fait quels sont les risques quand on n'a pas, enfin, par exemple, quand on intègre un outil qui ne s'interconnecte pas, ou on peut voir tous ces écueils-là et on peut aider justement à faire en sorte que le projet soit un succès parce qu'on vient mettre des balises sur votre projet de transformation. Donc ça aussi, par exemple, un écueil qui est souvent fait par les clients qu'on rencontre, c'est vraiment de se réfléchir en tant qu'outil prédéfini à l'avance. C'est-à-dire, ah bah moi j'ai vu une entreprise concurrente qui a mis en place cet outil, j'ai vu que ça marchait bien pour lui, je suis sûre qu'on fait à peu près la même chose, je suis sûre que ça va bien marcher pour moi. Et en fait, on s'aperçoit que bah, en fait, non, les enjeux n'étaient pas les mêmes, l'organisation n'était pas les mêmes. En fait, il y avait plein de composantes qu'on a vues avant qui étaient totalement différentes et qui font que le même outil pour une entreprise différente ne fonctionne pas. Et autre sujet qu'on voit aussi souvent, c'est que, bah, basé sur notre retour d'expérience, c'est que finalement, on a très peu de fois adressé le même outil aux entreprises qu'on accompagnait parce que déjà, on a un cabinet indépendant, donc on n'a pas toujours les mêmes outils à proposer, qu'on fait du sur-mesure. Et que chaque entreprise a tellement ses spécificités qu'il faut lui proposer des outils qui correspondent et qui prennent en compte tout ce qu'on s'est dit auparavant. Donc voilà pour la cinquième étape qui est stratégique comme toutes les autres, mais en tout cas, celle-là, elle n'est à pas négliger. Là, je vous montre par exemple la vision cible d'une plateforme digitale qu'on peut construire pour nos clients en se disant, bon, on a besoin de briques fonctionnelles et après, on les regroupe par typologie d'outils sans se dire, bah, ce sera ce CRM-là, cette JED-là ou tel outil, mais en tout cas, avoir une vision complète de comment va circuler la donnée, qu'est-ce qu'on retrouve dans chacune des briques fonctionnelles qu'on souhaite avoir. Et ça nous permet de mapper et de voir, bah, aujourd'hui, on a déjà cet outil. Aujourd'hui, on a cet outil, il ne marche pas très bien et je ne suis pas sûre qu'il s'interconnecte avec les autres. Voilà, d'avoir cette vision cible permet vraiment d'imaginer en fait les futurs outils à mettre en place pour l'entreprise. L'avant-dernière étape, c'est de faire son plan d'action, c'est-à-dire quelles sont les actions que je vais devoir mener dans le cadre de ma transformation numérique. Donc, il faut formaliser et prioriser ce plan d'action. Ça, c'est important aussi parce qu'en fait, on va voir qu'il y a beaucoup de choses à mener dans un projet de transformation numérique. Il y a beaucoup d'actions qui vont apparaître suite à toute cette phase d'exploration, d'analyse, de stratégie. Et il va falloir séquencer. Et ça aussi, c'est important parce qu'on ne peut pas tout lancer en même temps. Ce n'est pas gage de succès de tout lancer. Donc, on va devoir séquencer chaque action
Et ça, c'est la clé aussi pour réussir le projet. Donc, cette phase est très importante. Et puis, surtout, faut se dire qu'on a des jalons à atteindre, que dans un premier temps, on va faire ça parce que c'est stratégique. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est ça. Il faut pas imaginer la transformation qui arrive au bout de 3 ans avec un mastodonte. Il faut plutôt se dire qu'on fait des itérations et qu'on construit petit à petit, qu'on s'approprie les succès qu'on a menés jusque-là et qu'on arrive à capitaliser justement sur les actions précédentes. Donc pour cela, donc on identifie toutes les actions à faire de manière transversale au niveau de l'entreprise et sur toute la chaîne de valeur. Donc quelles sont les solutions digitales qu'on veut mettre en place, on l'a vu. Quelles sont les formations, les montées en compétences nécessaires pour les équipes. Quelle nouvelle organisation on va devoir mettre en œuvre? Qu'est-ce que ça implique en termes de collaboration, d'outils collaboratifs? Quels sont les nouveaux processus métiers qu'on veut mettre en place aussi? Quels sont les nouveaux parcours utilisateurs? Et quelle est la gouvernance et le suivi de la performance qu'on va mettre en place? Donc ça, c'est une liste d'actions qui sont définies un peu plus finement que là, mais ça, c'est les grandes thématiques. Et en fait, pour prioriser, ce qu'on vous propose, c'est un petit outil décisionnel qu'on fait généralement, nous, au sein du cabinet. C'est vraiment un outil qui nous aide à prioriser les plans d'action, parce qu'on édite des plans d'action et on priorise. Donc, on se met un système, je vais vous en montrer un juste après, on met en place un système de notation en fonction des enjeux. Est-ce que cette action répond de manière très forte à un enjeu ou à un objectif de l'entreprise? Donc, on fait une note ou un petit système d'étoiles. Et est-ce que cette action est complexe ou pas à mettre en œuvre? Donc, elle peut être complexe sur le côté, ça prend du temps, au niveau planning, ça prend énormément de temps, au niveau du budget, ça coûte cher, en termes de compétences, on n'a pas forcément les compétences internes ou pas. Donc, on va aussi classifier ce niveau de complexité pour en faire justement un tableau d'aide à la décision pour séquencer chacune de nos actions. Donc, c'est-à-dire que si une action est finalement simple à mettre en place et qu'elle répond à un enjeu très fort de l'entreprise, il va falloir la prioriser. Après, il y a d'autres critères à prendre en compte qui sont forcément les interdépendances. C'est-à-dire que je ne peux pas faire cette action-là tant que je n'ai pas réalisé ça, ça, ça. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais en tout cas, là, ce tableau vous permet vraiment d'identifier est-ce que cette action, elle est vraiment pertinente? Est-ce qu'il y a un enjeu fort à la mettre en œuvre et est-ce qu'elle est complexe? Et dans ce cas-là, ça permet au groupe projet qui monte le plan d'action de savoir facilement positionner une action par rapport à une autre. Je vous montre un exemple. C'est ce qu'on peut faire quand on intervient dans des entreprises sur des diagnostics un peu flash. On vient relever en fait toutes les actions qui nous ont, qui nous ont paru pertinentes pour l'entreprise. Et on vient se renoter ici les besoins de l'entreprise. Donc là, l'entreprise a besoin de booster son activité sur ce type de, de service, de définir aussi une stratégie digitale parce qu'elle n'était pas encore formalisée et de se doter de compétences marketing qu'elle n'avait pas encore en interne. Donc voilà, ça nous permet vraiment de mettre une note, d'avoir une note totale par rapport, est-ce que cette action répond vraiment aux besoins de l'entreprise? Donc on a des actions qui sont plus ou moins importantes. Là, on a un 7 par exemple. Et après, on vient mettre en face une complexité de mise en œuvre et éventuellement un coût inhérent au projet qui permet aussi de prendre une décision. Donc ça aussi, c'est un tableau de décision qu'on met en avant, qu'on propose au client. Ça lui permet aussi, lui, d'avoir une vision nette de oui, c'est vrai, ça répond beaucoup à mon enjeu, il faudrait peut-être que je priorise cette action. Et ça coûte tant et c'est complexe à mettre en œuvre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai les moyens aujourd'hui de le mettre en œuvre? Est-ce que je le repousse? Est-ce que je peux repousser cette action ou alors c'est vraiment stratégique pour moi aujourd'hui? Donc voilà, on vient hiérarchiser chacune des actions. Et enfin, on arrive à la 7e et dernière phase de notre transformation, projet de transformation, c'est d'organiser de manière très opérationnelle finalement cette transformation. Et là, c'est vraiment, là, va plus parler de posture, de réflexe, de culture à mettre en œuvre au sein de l'entreprise. Une fois qu'on a démarré le lancement, donc c'est là que tout commence en fait. Et voilà, je vais vous montrer les points importants à ne pas négliger justement dans cette phase de transition et cette phase d'organisation. Le premier point, c'est de communiquer largement, clairement en interne. Why, how, what, pourquoi on fait ça,
comment on va réussir à atteindre nos objectifs et what, qu'est-ce qu'on va faire vraiment pour atteindre ce qu'on voulait. Donc, on va le communiquer. Le but, c'est que tout le monde soit bien au fait Alors, ils devront ça, enfin, puisqu'ils ont été informés tout au long de notre projet de transformation, pendant les phases ateliers, pendant les phases de diagnostic, normalement, c'est dans la continuité, en fait, de bien communiquer. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas participé aux ateliers. Dans ce cas-là, il faut les prévenir. Mais ne pas négliger cet aspect communication, voilà, qui va être très stratégique dans la réussite d'un projet. On peut aussi, enfin, il faut d'ailleurs s'appuyer sur des collaborateurs qui vont être plus impliqués que les autres. Donc, on va parler d'ambassadeurs, des gens qui vont vraiment porter le message ou qui vont porter les projets, donc des référents métiers, des gens qui vont aller tester plus en profondeur certains outils ou qui vont former leurs collègues. C'est aussi le moment d'identifier des détracteurs à ce moment-là. Parce que donc des gens qui sont contre le changement, qui veulent pas remettre en cause leur manière de fonctionner. C'est le moment de les capter, de les accompagner et puis d'en faire, si possible, des ambassadeurs, ou en tout cas de comprendre leur point de blocage. Ce que j'ai pas dit, mais qu'on peut faire en début de projet, c'est aussi mener des études au niveau des collaborateurs pour connaître justement leur motivation, leurs freins, quel niveau de contribution ils souhaitent apporter au projet de transformation. Donc voilà, c'est vraiment accompagner ses collaborateurs dans ce changement. Pardon. Ensuite, c'est de mettre en place une organisation transversale. Donc, on en a un peu parlé pendant la phase de transformation, mais là, en phase de déploiement du projet, il faut aussi garder toutes ces instances décisionnelles, donc où les gens se parlent, où les gens échangent, où ils peuvent aussi apporter chacun leurs compétences respectives, leurs compétences complémentaires, en fonction de leur vision métier aussi. Donc, pour vraiment que tout le monde bénéficie déjà de ces échanges et puisse avancer de manière collaborative et voilà, porter ensemble le changement. Donc ça aussi, il faut créer ces instances-là et créer justement cette organisation transversale. Ce qui est intéressant aussi dans cette partie-là, alors c'est de digitaliser ces processus internes, mais plutôt de cette transformation. Donc ça veut dire plutôt se dire qu'on facilite le changement avec la mise en place d'outils collaboratifs, par exemple un outil de gestion de projet, qu'on automatise aussi certaines tâches pour gagner du temps. Voilà, il faut accompagner le changement avec les bons outils. Ensuite, point important pendant cette phase aussi, c'est de gouverner par les données. On en a aussi parlé pendant tout le long de ce webinaire, mais on pilote le changement avec une collecte de données, une exploitation des données et surtout une analyse des données. Donc cette analyse de données, on peut en reparler pendant les comités projets, les comités opérationnels où on se parle du déploiement du projet. Mais en tout cas, on vient regarder est-ce que ce qu'on avait prévu, c'est toujours en phase, est-ce qu'on dérive, est-ce qu'on est dans les bons objectifs et est-ce qu'on récupère les données comme on les souhaite. Et enfin, au global, c'est de vraiment développer cette culture du digital. Donc, c'est-à-dire s'assurer qu'on ne laisse personne sur le côté, que tout le monde s'approprie ce changement et qu'on fait monter en compétence les collaborateurs. Leur métier va certainement être impacté par cette transformation numérique. Et du coup, quelle formation on leur apporte, quel soutien on leur apporte pour qu'ils s'approprient aussi le changement et qui ne sentent pas complètement délaissés par cette mutation de leur métier. Donc ça aussi, il ne faut pas négliger, il y a certains collaborateurs qui n'osent pas dire qu'ils ne savent pas utiliser certains outils. Donc c'est vraiment le moment de leur donner les outils et la parole nécessaire pour les faire monter en compétences. Et tout ça, en fait, ça regroupe cette notion de change management, qui est à prendre en compte dans tout projet de transformation. Il est 45, je finis avec juste une dernière slide pour vous donner nos derniers conseils en termes de transformation numérique. Donc, soyez en veille permanente sans être aveuglé par la technologie. Ce n'est pas l'outil final qui doit vous aveugler, mais c'est qu'est-ce qui se passe sur les marchés, comment font nos concurrents, c'est quoi les mutations. Après, on parlera d'outils, bien sûr. Connais-toi toi-même, donc l'importance d'un bon diagnostic et de ce côté vraiment objectif et pas être biaisé. Et c'est pour ça que c'est bien de faire appel à l'externe. Cette notion de test and learn, donc qui est très présente dans le digital, mais de se dire que le digital nous permet finalement de tester des choses. Si ça ne marche pas, on réajuste.
Donc, dans toute cette phase d'implémentation, on peut aussi utiliser cette méthodologie test and learn. Avoir une vue transverse et globale, c'est ce qu'on a vu, construire cette stratégie, mais un déploiement progressif avec des jalons et une trajectoire définie. On peut réorienter si besoin au fil de l'eau. Une approche customer-centric, c'est-à-dire toujours se mettre à la place de l'utilisateur, donc de vos clients, de l'utilisateur en interne, pour lui donner un niveau de satisfaction élevé et data-driven, donc dirigé par les data. Donc, on va regarder les KPI, les data qu'on peut analyser pour justement être le plus performant possible. Dans les écueils qu'on a notés, travailler que sur les outils, ça ne marche pas. Il faut vraiment revoir la stratégie, enfin s'appuyer sur la stratégie de développement de l'entreprise, regarder la composante humaine aussi, regarder le système d'information existant pour intégrer un nouvel outil et faire en sorte que tout circule bien, que l'information circule bien. Sous-estimer les mutations technologiques, ça avance vite, il faut être à la page. Donc ça aussi, c'est important pendant la phase de benchmark, mais aussi tout au long du projet de se dire, OK, c'est quoi les nouvelles technologies? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est toujours à jour? Copier les vedettes, c'est pas bon. C'est pas parce qu'on fait la même chose qu'une entreprise qui fonctionne bien que ça va fonctionner pour nous. Généralement, c'est pas le cas, justement. Et mettre plus d'une année pour livrer un résultat, non, on n'est pas dans ce stade-là. On met des jalons, on avance vite, on sécurise certains projets pour avancer et pour capitaliser sur ces projets pour la suite. Et faire en sorte que la conduite du changement, donc la conduite du changement, c'est tout l'accompagnement que vous faites auprès de vos collaborateurs, qu'on a vu, la communication, l'intégration, les interviews qu'on peut faire avec les collaborateurs. Ça, c'est dès le début du projet. Il ne faut pas le mettre à la fin quand l'outil est déjà en place, on forme juste les collaborateurs, ça ne marche pas. Donc voilà, dernier écueil à éviter. Et on s'arrête là. Je finis sur une citation de Guy Kawasaki qui dit: Les entreprises qui réussissent leur transformation digitale ne se contentent pas de suivre les tendances, elles les créent. Donc je pense que ça résume bien tout ce qu'on s'est dit. Vraiment de créer sa propre transformation digitale, c'est important pour réussir. On a fini ce webinaire. J'espère que ça vous a plu.